La femme à cette époque a plusieurs figures dans l'imaginaire collectif. Casque d'or à l'image des courtisanes et des prostituées est la séductrice, celle qui peut offrir aux hommes une sexualité sans conséquence, pour leur seul plaisir. Un fantasme entretenu par la photographie, qui a immédiatement mis en image la nudité de la femme offerte. Puis c'est le cinéma qui, dès son origine, a mis en scène le corps féminin, avant d'inventer très vite ce qui deviendra la pornographie. À la femme séductrice qui fait tourner les têtes s'oppose l'idéal de la femme mariée, qui, telle une madone à l'enfant, a pour vocation de donner la vie et de perpétuer la structure familiale traditionnelle. Mais qu'elles soient sulfureuses ou idéalisées, toutes les femmes subissent alors une discrimination tant économique que politique, et elles devront encore se battre pour conquérir leur liberté. Au sein du couple et au nom du sacro-saint mariage, les femmes restent subordonnées aux hommes. Le Code civil napoléonien sanctuarise cette inégalité, en punissant par exemple bien plus gravement l'infidélité de la femme, censée se dévouer à son mari, que celle d'un homme. Subordonnées dans le mariage, les femmes le sont aussi dans le travail, où elles représentent plus du tiers de la population active. À l'usine comme dans les champs, leur salaire atteint à peine la moitié de celui d'un homme. Surtout, la femme mariée, jusqu'en 1907, ne pouvait toucher son salaire qu'au seul nom de son mari. La première conquête symbolique des femmes, ce sera le droit de se débarrasser de ce fichu corset qui coupe le souffle au nom des standards de beauté de l'époque. C'est le couturier Paul Poiret qui le premier révolutionne la mode et libère les femmes avec des modèles de robes sans corset. La taille remonte vers la poitrine grâce à des formes souples et plus près du corps. Mais cette avancée reste anecdotique dans une société où les hommes gardent le monopole du pouvoir. Il faudra des femmes d'avant-garde pour tenter d'ouvrir la voie aux autres femmes. Marie Curie, l'immigrée polonaise venue faire ses études à Paris parmi les quelques centaines d'étudiantes féminines, est la première femme à obtenir la chaire de physique générale de la Sorbonne. Elle devient même une des personnalités les plus célèbres de l'époque lorsqu'elle obtient 2 prix Nobel, en physique en 1903, puis en chimie en 1911. Marguerite Durand, elle, est la première à casser le monopole des hommes sur le journalisme. Avec La Fronde, premier journal dirigé, conçu et fabriqué exclusivement par des femmes, Marguerite Durand force l'entrée de la Bourse de Paris et de l'Assemblée nationale, qui restaient des sanctuaires masculins jusque-là interdits aux femmes. Surtout, Marguerite enrage de voir les femmes privées de droit de vote et de fait inéligibles. Alors, avec quelques militantes féministes, elles vont symboliquement déposer leur candidature lors des élections législatives et profiter d'une campagne qui leur est refusée pour défendre le droit de vote des femmes. Un combat qui trouve sa plus belle démonstration lors des élections de 1914, lorsque la Ligue française pour le droit des femmes organise un référendum clandestin le jour des élections, qui permet à 500 000 d'entre elles de venir déposer un bulletin « Je désire voter ».
Les féministes sont persuadées que l'adoption du droit de vote des femmes n'est plus qu'une question de semaines. Mais les aléas du destin, et surtout la folie des hommes, vont en décider autrement.